Bonjour. Alors, bonjour tout le monde et puis bienvenue à la présentation de cette édition 2012 du rapport de la directrice. Comme le disait Julie, le rapport cette année va porter sur les maladies chroniques. Mais avant que Jacques et moi, on vous en fasse la présentation, je voulais prendre quelques minutes de votre temps pour répondre à une question que probablement plusieurs d'entre vous avaient réfléchi, à savoir, puis je vais mettre ça assez cru, non, mais de quoi elle se mêle, la directrice de santé publique, en produisant un rapport sur l'organisation des services? Hein, il y en a peut-être parmi vous qui pensez que c'est un petit peu particulier. Écoutez, la réponse courte à ça, ce serait de dire, bien, écoutez, la santé publique, ça agit sur les déterminants de la santé auprès des populations. Le système de santé, c'est un déterminant de la santé. Réponse facile? Hein? Oui. Ah, c'est super, super. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, il faut se rappeler que les directeurs de santé publique partout au travers le Québec, on a un mandat qui nous est confié de surveillance de l'état de santé de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit regarder l'ensemble des banques de données qui sont mises à notre disposition. On doit dégager de ça, c'est quoi les grands problèmes de santé, les grands problèmes de santé psychosociale, santé physique qui affligent la population du territoire. On doit tenter de faire des scénarios prospectifs pour voir qu'est-ce qui se passe cette année, qu'est-ce qu'on pense qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Alors, toute cette information-là, évidemment, ce n'est pas juste pour la directrice, pas juste pour la directrice et son équipe, mais j'ai une responsabilité de partager cette information-là avec les grands décideurs, avec les praticiens des différents réseaux qui sont interpellés par les problématiques, dépendamment des années. Et il y a aussi dans les mandats qui sont les miens, le mandat d'identifier les interventions qui sont les plus à même d'améliorer l'état de santé de la population. Et pour améliorer l'état de santé de la population, on peut soit prévenir toutes les maladies. On veut bien être optimiste, mais on n'est pas toujours capable de faire ça. Ou encore, identifier des mesures qui vont faire en sorte que les gens malades puissent vivre plus longtemps ou mieux se porter malgré leur maladie. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de faire un rapport sur les maladies chroniques. L'année passée, on a abordé beaucoup l'angle de la prévention très, très, très en amont. Les environnements favorables, faciliter les choix santé. Mais cette année, on revient à nouveau avec la notion des maladies chroniques pour, cette fois-ci, s'orienter plus sur les pratiques prometteuses, les pratiques professionnelles, les modalités d'organisation de services. Alors, je vous rassure immédiatement, toutes les interventions qui sont proposées dans le rapport, qui va vous être rendu public tantôt, toutes ces interventions-là n'ont pas germé dans la tête des gens en santé publique. Julie en a bien fait mention, on a travaillé, c'est un rapport qui est le fruit d'une collaboration très, très, très étroite avec des gens qui détiennent l'expertise en organisation de services. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille aujourd'hui avec Dr Ricard pour présenter le rapport. Vous allez voir que tous les volets plus curatifs, évidemment, c'est l'expertise du Dr Ricard et c'est lui qui va vous en faire part. Je m'en vais, je pense. Non, 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 tu restes avec moi. Alors, ça va pour cette petite mise en contexte? Et évidemment, cette année, dans le fond, c'est un rapport facile pour la direction de santé publique parce que nous l'avons écrit et Dr Ricard va le faire vivre. C'est-tu pas beau? Je commence à être un peu fatigué. Tu es déjà fatigué, hein? Je suis déjà fatigué. Je ne pensais pas que tu avais tant d'ouvrage. Non, non, non. Au revoir. Alors voilà, maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, on se rappellera, sans vouloir être redondant, que déjà l'année passée, on disait pourquoi est-ce qu'on fait un rapport sur les maladies chroniques? Bien, d'abord parce que les maladies chroniques, elles représentent un lourd fardeau, autant pour les individus qui souffrent d'une maladie chronique, pour leur famille, pour les proches aidants, pour la société en général, et que dire du fardeau sur le réseau de la santé. Si les maladies chroniques étaient en voie d'extinction, on n'en parlerait pas aujourd'hui ici. Malheureusement, la prévalence des maladies chroniques, elle va en s'accroissant. Pourquoi? Bien, il y a différentes raisons à ça. D'abord, l'amélioration des conditions de vie dans le dernier siècle, ça fait en sorte qu'on vit plus longtemps. L'accès à une richesse collective plus grande, ça fait en sorte qu'on vit plus vieux. Mais il y a aussi toutes les avancées de la médecine moderne, à savoir les avancées autant en termes de diagnostic, de technologies thérapeutiques, de médication. Tout ça fait en sorte que les individus survivent à leur maladie chronique. Elles survivent surtout à leur maladie aiguë et malheureusement, la machine humaine étant ce qu'elle est, le corps se fatigue et on développe de plus en plus des maladies chroniques. Donc, la prévalence des maladies chroniques, elle augmente dans la population et ceci, évidemment, pose des défis nouveaux au système de santé parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui souffrent d'une maladie chronique, parfois plusieurs maladies chroniques. On voit apparaître des nouvelles pathologies. Donc, tout ça pose un défi sur la première ligne. Si on regarde les chiffres, tantôt, Richard disait on a au moins 219 000 patients qui souffrent de maladies chroniques en Montérégie. En fait, ce chiffre-là, même s'il a l'air absolument hallucinant, je dois vous dire qu'il est totalement sous-estimé. Parce que ça, c'est triste, non, Richard?
Parce que ce chiffre-là, il est issu d'une enquête de perception qu'on a faite en 2009 pour le rapport de l'année passée. Et à ce moment-là, on questionnait les patients sur 4 grandes catégories de maladies chroniques: le diabète, le cancer, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires. Ce n'était pas toutes les maladies chroniques. Donc, ça n'inclut pas toutes les maladies chroniques. Et en plus, ce qu'on sait, c'est quand on questionne les gens sur leur maladie, mettons quelqu'un qui est diabétique, mais qui est sous médication, qui n'a pas besoin de voir un médecin de façon régulière, on lui demande: avez-vous une maladie chronique? Non. Alors, il y a aussi de la sous-estimation de cette nature-là, là, des gens qui ont un problème de maladie chronique, mais qui ne vont pas nécessairement nous le dire dans le cadre des sondages. Pour illustrer ça, prenons justement l'exemple du diabète. Dans le sondage de 2009, ça disait qu'il y avait à peu près 65 000 patients qui déclaraient souffrir d'un diabète en Montérégie. Si on comparait cette même année-là, en 2009, avec le registre québécois de surveillance du diabète, ce n'est pas 65 000 patients diabétiques qu'on a en Montérégie, c'était 88 000. Voyez-vous donc déjà la sous-estimation pour une question assez précise. Et après ça, quand on se projette dans le temps, on voit que déjà en 2011, on projette environ 107 000 patients diabétiques en Montérégie. Et d'ici à peu près 2021, ça c'est moins de 10 ans, on devrait avoir au-delà de 180 000 patients souffrant de 107 000 patients qui souffrent de diabète en Montérégie en 2021. Voyez-vous la vitesse à laquelle ça augmente? Si on regarde les cancers, un peu la même chose. En 2005, on avait 7 500 nouveaux cancers identifiés, diagnostiqués en Montérégie. Déjà en 2011, on était rendu à 8 900. Si on se projette en 2021, 11 500, juste pour la Montérégie. Je pourrais vous donner comme ça des statistiques maladie par maladie, mais si on regarde, on sait que les maladies chroniques, elles génèrent beaucoup d'incapacités. Si on regarde les incapacités, ça, c'est dans le fond les gens qui disent ne pas avoir pu faire leur activité quotidienne. Hein, ça, c'est tiré aussi d'un sondage. Et dans ces sondages-là, quand on se projette, on voit qu'en 2021, bon jour, mauvais jour, il pourrait y avoir 225 000 patients qui disent ne pas pouvoir faire leurs activités de la vie quotidienne parce qu'ils souffrent d'incapacité. Donc, on voit une augmentation qui est très importante pour une foule de maladies. Et ça, bien sûr, ça a un impact important sur le système de soins, mais surtout sur les patients. Les maladies chroniques, elles mettent la vie des patients en cause, surtout les dernières années de vie. On se rappelle déjà l'année passée, on disait qu'un Montérégien qui naît aujourd'hui peut s'attendre à vivre en moyenne avec à peu près 13 années d'incapacité dans sa vie, généralement en fin de vie. C'est énorme, c'est énorme. Richard en a fait mention tantôt. Évidemment, au-delà du fardeau pour l'individu, c'est un fardeau important, lourd pour la société et pour le système de soins. Richard a parlé, 65 % des coûts de santé seraient liés au dépistage, traitement, suivi des malades chroniques, et donc plus d'1 milliard de dollars juste en Montérégie. On connaît actuellement, sans vouloir faire de politique, l'état de nos finances publiques. On regarde, il me semble que la prévalence des maladies chroniques augmente plus rapidement que les fonds publics. Je ne sais pas si vous voyez ça un peu comme moi, là. Donc, si on continue à faire les choses comme on les fait maintenant, il me semble qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mais au-delà que de la question des finances, il faut aussi savoir que tous, autant que vous êtes qui travaillez dans le réseau de la santé, quand on parle avec les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, tout le monde se dit fatigué, pour ne pas dire épuisé. On a l'impression que ça va être difficile de faire plus et pourtant, on voit là, la cavalerie des maladies chroniques qui nous rattrape. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a des changements qui s'imposent si on veut être capable de survivre à cette vague de maladies chroniques qui ne cesse d'augmenter et si on veut être capable d'offrir des services toujours de plus en plus adéquats. Évidemment, quand on parle de maladies chroniques, qui sont les acteurs les plus importants en termes d'accueil, prise en charge, gestion des malades chroniques? Évidemment, ce sont les acteurs de la première ligne. Donc, le rôle des acteurs de première ligne, il est absolument primordial. Les gouvernements, les uns après les autres, en parlent. Les ministres, les uns après les autres, en parlent. Mais nous, on a décidé aussi d'en parler. Mais au-delà que de reconnaître le rôle absolument incontournable des acteurs que vous êtes et qui œuvrez en maladie chronique, en première ligne, bien, il faut faire autre chose que de reconnaître votre importance, mais encore faut-il outiller les acteurs si on veut amener encore davantage de changements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder certains éléments qui sont ce qu'on retrouve dans le rapport. On va parler d'accessibilité, on va parler de continuité, on va parler d'information aux patients, on va parler des équipes de soins, de la prévention clinique et des mécanismes de gestion.
Évidemment, dans le rapport, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a jamais eu rien de fait en Montérégie. Au contraire, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'équipes qui tentent au quotidien de s'adapter à la réalité de l'ampleur du phénomène des maladies chroniques en Montérégie. Force nous est de constater qu'il faut faire plus et il faut faire mieux. Je disais tantôt, l'organisation des systèmes de soins, c'est un déterminant de la santé. Encore faut-il y avoir accès. Donc, notre premier axe, ça va être sur l'accessibilité. Et là-dessus, l'expert, c'est Dr. Ricard. Merci, Jocelyne. Alors, c'est l'axe de l'accessibilité, vous avez vu tantôt dans les témoignages, c'est peut-être l'axe le plus critique. Mais avant d'aller plus loin, on va regarder une petite vidéo d'un médecin qui a décidé de se rendre plus accessible avec un mode de gestion des rendez-vous. Mon père a 83 ans. Mon père est un excellent médecin de famille. Et comment il fonctionne, ce médecin-là, malheureusement, c'est que le premier du mois, il ouvre, mettons, les livres pour les 3 prochains mois. Alors, les patients doivent appeler. 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 Appeler et appeler. Parce que la ligne est toujours occupée. Et quand ils ont la ligne, c'est très frustrant de se faire dire, bien, le livre, il est plein, vous rappellerez dans 3 mois. Et mon père, c'était comme ça. Alors, il a compris, parce qu'avant, il restait dans Vaudreuil-Soulanges, maintenant, il reste à Montréal. Alors, il n'a pas trouvé de médecin de famille à Montréal. Il continue d'avoir son médecin qui l'adore de toute façon à Vaudreuil-Soulanges. Alors, pour avoir un rendez-vous avec lui, il prend sa voiture à 6 h le matin, il fait 1 heure de route pour se rendre à Vaudreuil-Soulanges, il se met debout à la porte en ligne pour avoir accès à un rendez-vous. Ça n'a pas de bon sens. C'est un peu triste pour ça, le système de santé au Québec. À un moment donné, quelque part, l'accessibilité, elle n'est pas là. Les soins sont excellents, les patients sont bien traités, mais il faut aussi qu'ils aient accès à leur médecin de famille. Et ça coûte moins cher au système. On parle de suivi de maladies chroniques. Quand un patient se retrouve au centre rendez-vous avec un autre médecin, il y a plein de tests qui sont répétés. Il y a plein de traitements qui sont donnés inutilement. Même des fois, des traitements qui sont donnés parce que le patient ne se souvient pas qu'il était allergique ou intolérant à un médicament. Il y a plein de choses qui sont mal faites. C'est clair que ça coûte moins cher au système quand le patient voit son médecin. Alors, ce que c'est Accès Adapté, c'est un modèle de gestion pour augmenter l'accessibilité aux soins de santé en première ligne pour les patients. Pour moi, il y a 3 buts importants. Le premier, donc, que les patients aient accès à leur médecin de famille quand ils sont malades. Deuxièmement, que les médecins de famille acceptent de prendre des nouveaux patients parce qu'ils trouvent que leur tâche elle est moins lourde, parce qu'il y a des patients orphelins qui n'ont pas de médecin de famille. Puis troisièmement, que les médecins soient plus heureux. C'est que le médecin doit calculer l'offre et la demande. Donc, c'est quoi l'offre qu'il a? Combien de plages il a à offrir ses patients? Et la demande que les patients ont, donc dépendamment de la lourdeur de la clientèle et tout ça, et d'arriver à un équilibre où on est ce que le Collège des médecins appelle, parce qu'eux aussi prônent cette forme de gestion-là, ils appellent la gestion proactive des rendez-vous. Donc, on est en avant du patient. On est là, prêt, avec des plages ouvertes, à attendre qu'un patient malade nous consulte. La première crainte, c'est d'avoir des plages vides. Alors, les médecins ont peur que s'ils ouvrent leurs plages, qu'ils se retrouvent à rien faire. Alors, après 2 ans où j'ai tenté l'Accès Adapté, j'attends encore mon après-midi de congé. Je ne l'ai pas vu. Il y a toujours quelque chose à faire. L'autre crainte que les médecins ont, c'est que les patients viennent trop souvent. Ils disent, écoute, madame une telle qui est là tous les mois, ça va être épouvantable. Si j'ai de la place à tous les jours, elle va venir à tous les jours. Eh bien non, et c'est même souvent le contraire. Les patients qui viennent souvent comme ça, c'est des patients qui sont en général très anxieux. Ils viennent vous tester, en fait. Ils viennent vous voir au cas où, à un moment donné, ils voudraient vous voir qu'il n'y a pas de place. Alors, donc, ils viennent d'avance. Eh bien, c'est drôle, mais ils viennent moins souvent, on dirait, avec l'Accès Adapté. L'Accès Adapté sous-entend absolument la collaboration interprofessionnelle, sinon on n'y arrive pas. Donc, mon patient diabétique, quand il sort de mon bureau, il y a un rendez-vous soit dans 4 mois ou 3 mois quand il est moindrement instable, ou dans 6 mois s'il est stable, avec mon infirmière. Il faut absolument que nos infirmières aussi, tranquillement, délèguent. Et c'est ce qui est arrivé chez nous. Au début, l'infirmière, elle voyait les patients pour la nutrition. Parce que moi, j'avais moins le temps. Donc, on avait décidé que ce serait elle, puis elle aimait ça, ça allait bien. Mais là, ils n'ont plus le temps. Puis la nutritionniste au C3S, elle avait de la place. Donc, mon infirmière a délégué ça à la nutritionniste. Donc, le principe de l'Accès Adapté, c'est de trouver la bonne personne qui a de la disponibilité pour aider le patient. Donc, on délègue à la personne qui est capable de le faire. Je ne travaille pas plus qu'avant. C'est pas ça le but de l'Accès Adapté. On ne travaille pas plus, mais on rend plus de services aux patients. D'ailleurs, la blague que je fais quand je rencontre des groupes de médecins, c'est mon Émilien, 84 ans, en pleine forme, sur le tracteur l'été, tout ça. Émilien, il me dit, vraiment même pas de médicaments, il n'y a rien, il n'y a aucun problème de santé, Émilien. Le docteur Proulx, il dit, mon petit bec aux 6 mois, c'est ça qui fait que je reste en santé. Alors, il faut respecter nos patients. Émilien, je le voyais aux 6 mois tout le temps. Puis la blague que je fais toujours, puis c'est vrai, il y a quelques temps, quand je l'ai vu, à un moment donné, je disais, vous savez, Émilien, vous êtes chanceux, vous êtes quasiment un des rares que je vois aux 6 mois.
ben, donnez-moi 2 becs, puis on va faire un an. Alors, c'est un beau témoignage. Le docteur Proulx qui est là-bas pour signer des autographes tantôt. Pour aller la voir, comment elle a mis ça en place dans sa clinique. Alors, on est là, on est dans l'accessibilité. Malheureusement, ce n'est pas tous les patients qui ont accès à un médecin de famille. En passant, je voulais souligner les chiffres qu'on a ici. C'est suite à l'enquête Projet Évolution qui a été faite en Montérégie en 2010. C'est des chiffres très importants qui nous permettent vraiment d'avoir un portrait de la situation. Donc, en 2010, il y a encore 25 000 Montérégiens affligés de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin de famille. Mais il y a aussi, merci, excusez-moi. En 2010, c'est beau d'avoir un médecin de famille, mais on l'a vu tantôt, il y a des gens qui ont un médecin de famille, mais c'est l'accès à leur médecin de famille. En 2010, 35 000 Montérégiens sont incapables de voir un médecin lorsqu'un besoin est ressenti. C'est quoi? C'est soit l'attente est trop longue, la complexité de prendre le rendez-vous, d'être à 6h30 le matin devant le bureau. Alors là, on a aussi un problème d'accessibilité. Alors, le problème aussi, c'est la main-d'œuvre médicale. En Montérégie, actuellement, on a un ratio de 80 médecins de famille par 100 000 habitants. On est en bas de la moyenne québécoise, qui est autour de 90 médecins par 100 000 habitants. Malheureusement, ce qui aussi nous fait mal, c'est qu'on a des disparités régionales assez importantes entre les territoires. Particulièrement la Montérégie-Ouest, justement, où Dr Proulx travaille, Vaudreuil-Soulanges, c'est là où on a le ratio médecins 100 000 habitants le plus bas. La région de Sorel, je regarde dans ce coin-là, aussi ont un ratio bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est quoi les pistes d'amélioration possibles au niveau de l'accessibilité? Une première piste, c'est de mettre en place des réseaux de garde intégrés. C'est déjà commencé. D'ailleurs, il y a des réseaux de GMF qui se sont donnés ce genre d'intégration de leur garde, surtout en heure défavorable. C'est entre GMF, clinique réseau. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, je regarde Dr Magnan, on voit maintenant des réseaux de médecins qui travaillent en CHSLD se faire des gardes intégrées. Vous savez, c'est l'autre secteur où la pénurie en médecine de famille est importante. C'est pour ça qu'on va les garder nos cheveux blancs. Là. Les médecins en cheveux blancs dans les CHSLD, ils sont importants, ils donnent des bons services. Mais la solution, c'est de faire des réseaux de garde intégrés. Je ne te visais pas, Bernard, là. Autre solution, maximiser le fonctionnement des guichets d'accès. Le témoignage de la dame qui appelle, qui a placé sa demande au guichet d'accès, c'est vrai que c'est difficile. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a commencé à parler du guichet d'accès, j'étais à la FMOQ et après j'étais au ministère. On n'a jamais eu, je vais dire une petite blague, contrairement à certains politiciens, de garantir un médecin à chaque patient qui en ferait la demande. On n'a jamais eu cette intention-là. Ce qu'on avait comme intention, on savait qu'on avait une main-d'œuvre médicale qui était insuffisante, mais on voulait minimalement donner un médecin aux patients qui en avaient le plus besoin, dont les patients avec une maladie chronique. Et c'est ça que les guichets font actuellement. Ils le font très bien. Et en passant, la Montérégie a été la première région à donner des ressources à chacun des CSS, j'ai bien dit, pour, on m'a dit de corriger parce que souvent CSS, je vais faire trop vite, mais dont une infirmière et un agent administratif. Et ça, c'est important parce que je pense qu'on a donné les moyens de mettre en place ces guichets d'accès. Autre piste d'amélioration, adopter des modes novateurs de gestion de rendez-vous. L'exemple du Dr Proulx est assez évident. C'est ça qu'il faut. Elle est notre leader médical en région. J'espère qu'on va en avoir plusieurs. Il y a aussi, vous allez voir une vidéo cet après-midi qui est très intéressante sur l'inscription informatisée. Une façon des patients de prendre rendez-vous, en rendez-vous ou sans rendez-vous dans des cliniques. Ça se fait actuellement dans une GMF dans la région de Pierre-Boucher et ça donne d'excellents résultats, tellement que la salle d'attente est vide. Ça fonctionne. Favoriser le partage des activités entre les médecins et les professionnels non médecins. Je pense que l'exemple du Dr Proulx est assez évident. Il y a des infirmières, il y a des médecins. L'exemple du modèle GMF est aussi évident. On ne peut pas faire ça tout seul. Le patient, ce qu'il a besoin de savoir, c'est si je peux appeler quelque part, quelqu'un va me répondre. Pas toujours les médecins. Et ça, depuis quelques années, les patients en ont bien compris. Autre piste d'amélioration, promouvoir l'implantation et la mise en œuvre des projets d'accueil clinique. L'accueil clinique, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, c'est un processus qui permet aux médecins de famille, devant un cas clinique subaigu, genre thrombophlébite, d'envoyer son patient à l'hôpital pour une investigation au lieu de le faire passer par l'urgence. Les médecins de la première ligne apprécient énormément cette façon de faire parce que pour eux autres, ça leur sauve beaucoup d'énergie et pour les patients, d'avoir un passage évité à l'urgence, c'est un bénéfice majeur. D'ailleurs, après-midi, vous allez avoir une vidéo là-dessus, c'est un projet d'accueil clinique du Réseau Santé Yamaska. Vous avez gagné un prix d'ailleurs à la DISC. Non, excusez-moi, je voulais juste... Ah oui, ministère de la Santé, un prix d'innovation par rapport à ça. Alors, je pense que vous allez avoir un beau témoignage par rapport au projet d'accueil clinique.
Et maintenant, on va parler de l'autre aspect qui est aussi très difficile, mais qui est une qualité dans les soins, qui est la continuité. Vous savez, Jocelyne en a parlé, maladie chronique égale complexité, besoins multiples. Pour faire ça, ça prend de la continuité. Dans le rapport, on parle de 3 continuités, c'est assez bien défini. La continuité informationnelle, l'information circule, c'est simple. La continuité relationnelle, c'est l'équipe soignante, c'est entre nous. Et la continuité d'approche, c'est qu'on a les mêmes objectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette continuité? C'est quoi les pistes d'amélioration? Jean-Frédéric Lévesque va en parler aussi dans sa présentation. C'est la première chose qu'on a mis au Québec. Je me rappelle dans le temps, l'inscription à un médecin de famille. Au début, les médecins étaient très réticents à ça. Hein. Ils se disaient, c'est-tu un contrôle de l'État sur mes patients? Mais je pense qu'après des années maintenant où on a favorisé cette inscription-là, les deux sont gagnants, autant le médecin que le patient. Vous avez vu tantôt le témoignage du Dr Proulx. Quand les gens consultent en sans rendez-vous, ce que ça donne, souvent des consultations répétées, des analyses répétées. Alors, il faut favoriser l'inscription de la clientèle. Et au Québec, on a évolué. Au début, on avait juste l'inscription des patients chroniques, l'inscription en GMF. Maintenant, tout patient dans toute clinique peut s'inscrire. Intégrer les technologies de l'information. Là, je prends un petit temps d'arrêt, je respire, parce qu'à mon avis, c'est là où on a plus de gains à faire. C'est inadmissible en 2012 qu'un médecin de famille qui demande des analyses de laboratoire, qui demande un examen en imagerie médicale, qui, après 3 jours, n'a pas reçu les résultats, qui va appeler à l'hôpital pour les recevoir par fax. On est là actuellement. Alors, si vous enlevez vos ordinateurs, vous, pour une journée, vous seriez assez dépourvu. Mais les médecins en première ligne, c'est ça la réalité. Si on a quelque chose à faire pour améliorer notre système de santé dans l'information, dans la continuité informationnelle, c'est là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que notre ministre a annoncé dernièrement un investissement auprès des GMF, des cliniques, des CLSC, pour que le médecin ait la chance d'acheter un DME, un dossier médical électronique. C'est beau le DME, mais si les CSS ne permettent pas d'avoir la connexion pour l'imagerie médicale et les laboratoires, ça va rester un bon outil sur le bureau du docteur, mais on n'aura pas amélioré la continuité informationnelle. Adopter des protocoles de soins et trajectoires de service, c'est clair, on le voit, dans les GMF, ça a été la plus-value entre les GMF, entre les infirmières GMF et les infirmières du CLSC. Je pense que c'est très important. Pour des cas complexes, favoriser la coordination des soins par le gestionnaire de cas ou un intervenant pivot. Tantôt, Jocelyne va montrer la pyramide de Kaiser. Les gens en haut de la pyramide, c'est des gens qui ont d'énormes besoins. Pour ces gens-là, il faut une meilleure coordination de soins. Et c'est ces gens-là qui ont besoin d'un gestionnaire de cas ou intervenant pivot. Alors, voilà. J'essaie, c'est beau. Alors, Jocelyne, maintenant qu'on a fait tout ça, les patients? Oui, les patients. Écoutez, vous savez, il y a beaucoup d'emphase qui a été mise dernièrement sur ce qu'on appelle le Chronic Care Model, qui est un modèle qui a fait ses preuves. Et qu'est-ce que ça dit dans ce modèle-là, dans le fond? Ça dit que des patients, une interaction productive entre des patients informés, actifs et motivés et une équipe de soins qui est formée et proactive, bien, ça va avoir des bénéfices sur la santé des gens. D'abord, ça va réduire la consommation de services, ça va augmenter la compliance des patients et, ultimement, leur santé va s'en trouver améliorée. Donc, c'est beaucoup dans les discussions actuellement. Hein, on parle de l'autogestion, on parle du patient partenaire, on parle de l'information, l'enseignement aux clients. Tout ça, c'est des modalités pour faire en sorte que le patient s'inscrive dans une dynamique de « j'ai un problème de santé, je travaille avec l'équipe soignante, mais je prends mes propres décisions » et au quotidien, on sait hein, que les maladies chroniques, c'est quelque chose qui se passe au quotidien. On ne peut pas flanquer un médecin, une infirmière ou une nutritionniste derrière chaque patient à domicile jour après jour, mais c'est là que ça se passe, la maladie chronique, c'est jour après jour. Donc, si on vient justement à la fameuse pyramide de Kaiser dont parlait Jacques, ce qu'on sait, c'est quand on distribue un peu l'ensemble des patients qui souffrent de maladies chroniques entre ceux qui ont un faible risque de développer une complication, moyen ou risque élevé, on réalise que, dans le fond, 70 à 80 de l'ensemble des clients qui souffrent d'une maladie chronique, bien, ces gens-là ont un faible risque de complications à court terme. Donc, qui dit faible risque à court terme, bien, vraiment, ce qui est prôné par le Kaiser Permanente, c'est, entre autres, de travailler notamment au soutien à l'autogestion par le patient. C'est vraiment là que la question de l'autogestion prend tout son sens. C'est vraiment auprès de ces patients-là qui sont un faible risque de complications, mais c'est 70 à 80 de la clientèle souffrant de maladies chroniques.
Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à faire pour mieux informer et mieux soutenir le patient pour qu'il soit plus à même de poser les bons gestes en faveur de sa santé. Et là-dessus, on a aussi un autre petit vidéo. Le secteur métabolique, c'est comme l'endroit où on ramasse souvent le plus d'insatisfaction comme médecin. On a nos patients depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. On fait des recommandations, puis ça marche souvent pas. Et là, on s'aperçoit que l'association d'un groupe de professionnels qui travaillent ensemble, qui font beaucoup de counseling, qui font beaucoup d'interventions motivationnelles chez les individus, mais ça change complètement le décor. Puis là, ça marche. Les individus qu'on vient de rencontrer, qui étaient nos poids lourds dans nos bureaux, deviennent des agents de motivation dans leur famille, dans leur milieu. Je dirais que j'ai un patient sur 3 qui ne sont pas prêts à entendre ça pour le moment, dans ceux qui pourraient être visés par intervention. Dans les 2 qui restent, par contre, ça fonctionne. Donc, mon rôle, moi, j'ai vraiment un rôle pivot au niveau du projet Alimentation. Moi, je m'occupe de tout recueillir les références qui ont été faites par les médecins et par les médecins résidents de la clinique. Ensuite, je vais former des groupes. J'appelle chaque patient, je m'assure qu'ils sont au bon stade de changement de comportement. Donc, pour être sûr qu'ils sont vraiment motivés et qu'ils sont prêts à changer leur habitude de vie. Puis ensuite, je rencontre chaque patient individuellement pour faire une évaluation, un bilan de santé de chacun. C'est tout au long du projet. Les filles, c'est sûr que les interventions sont plus au niveau nutrition puis au niveau activité physique. Mais moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est suivi, médicaments. Bon, les patients qui sont diabétiques, des fois, quand ils vont commencer à faire plus d'activité physique, évidemment, on peut voir des changements au niveau des glycémies. Donc, je vais faire le lien vraiment avec leur médecin, avec leur résident, pour m'assurer que tout va bien. Des problèmes de douleur, en fait, tout ce qui est vraiment liaison avec les médecins, là, je me charge de ça. Bon, on a l'évaluation physique au début. Ensuite, on rencontre les patients pour une conférence active où on leur explique vraiment qu'est-ce que le syndrome métabolique. On leur explique comment ça va fonctionner au cours des 12 semaines. Donc ensuite, eux, ils sont évalués par la kinésiologue et par la nutritionniste, une évaluation individuelle. Ça, je pense que des fois, l'effet de groupe est très motivant là, pour les gens. Puis c'est ça qui ressort un peu aussi là, au niveau, à la fin des groupes. Les groupes qui ont déjà terminé nous disent « Ah, c'est plate, 12 semaines, c'est pas assez long », puis tout ça. Fait que on essaye. Le but, c'est vraiment de les rendre autonomes, dans le fond, puis de rendre les gens sédentaires, de les rendre actifs, puis vraiment qu'ils partent un peu avec leurs propres ressources après. Puis c'est ce que le programme fait, en fait, c'est des outils pour vraiment qu'ils puissent être capables de conserver leurs saines habitudes de vie. Ce qui fait la force du projet Alimentation, en fait, c'est de travailler en étroite collaboration avec une trentaine de médecins et plus qui travaillent évidemment à la clinique. Et donc, comme kinésiologue, infirmière pivot et nutritionniste, on a la chance de donner les ressources beaucoup plus directement aux patients. C'est sûr que pour nous aussi, c'est une force parce qu'on peut faire des suivis multi, ce qu'on appelle dans le fond des mini-rencontres ensemble, les 3 ou même en compagnie d'un docteur, pour à ce moment-là discuter d'un ou de plusieurs cas de patients, justement, où est-ce qu'on peut se donner des idées et il y a vraiment un échange qui se crée pour avoir des solutions, pour apporter beaucoup à ces gens-là, là, justement pour améliorer leurs conditions de vie. Fait que nous, évidemment, en tant qu'intervenants, ça nous donne beaucoup de valorisation, beaucoup d'énergie pour poursuivre. Puis, je vous dirais que les changements au niveau de la glycémie, là, c'est vraiment au moins au-dessus de 50% des gens qui font partie du programme qui ont une diminution de la glycémie à jeun. Les triglycérides également, c'est vraiment très, très bien. C'est amélioré vraiment aussi. Donc, les gens qui sont pré-diabétiques se retrouvent, ils sont plus à la fin du programme. Et c'est ça, on focus vraiment, vraiment sur les petits changements. Je pense que c'est un projet qui est assez populaire, puis je pense que les médecins y croient beaucoup parce qu'avec les résultats qu'on a eus avec les premiers groupes, je pense que nous-mêmes, on a été surpris des résultats que ça pouvait avoir. La plupart des médecins ont vu des retours, puis ont vu des retours agréables, ce qui fait d'ailleurs que la demande de consultation au programme augmente. J'aurais probablement été un de ceux, un peu réactionnaire, c'est ce qu'il aurait attendu. Mais avec les retours qu'on a, je pense qu'on a le goût d'envoyer nos patients. Puis éventuellement, peut-être rayonner, puis faire en sorte que les autres GMF ou même les autres structures de soins, au cabinet, n'importe quoi, puissent avoir accès à ce genre de service-là.
Alors voilà un bel exemple de quelque chose qui semble bien fonctionner à la satisfaction non seulement du client, mais aussi des professionnels de la santé, incluant le médecin. Le médecin a l'air content. Alors, écoutez, quand le monsieur est content ou la madame est contente, ça va bien. Il y a d'autres exemples aussi. Là, on parlait du syndrome métabolique au sein d'un GMF. On sait, par exemple, les cliniques d'enseignement pour l'asthme. Ce sont des cliniques qui font exactement un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'ils soutiennent le patient dans la connaissance de la maladie, dans la gestion de sa médication, la gestion aussi de ce qu'il doit manger ou pas, ajuster sa médication s'il fait plus de sport. Donc, la bonne nouvelle, c'est que des cliniques d'enseignement pour l'asthme, il y en a sur tous les territoires de C3S en Montérégie. C'est excellent. Il y a aussi d'autres types de services de réadaptation qui sont offerts, notamment la réadaptation pulmonaire auprès des patients souffrant de MPOC. Jacques s'est mis en tête, dans le fond, de faire ma formation médicale continue en médecine de famille. Il est toujours temps. C'est ça, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Alors, il me répète régulièrement, tu sais, Jocelyne, pour un patient MPOC, le meilleur traitement, c'est la réadaptation pulmonaire. Alors, on voit ça, en fait. Il y a de plus en plus de cliniques qui offrent de la réadaptation pulmonaire. On voit aussi des belles ententes de collaboration entre des centres d'activité physique et des cliniques de réadaptation pulmonaire ou encore des centres d'enseignement pour l'asthme. Mais sûr, on pourrait multiplier, saucissonner le patient en toutes sortes de petits problèmes et avoir des cliniques d'enseignement pour l'asthme, des cliniques d'enseignement de contrôle de la douleur, des cliniques post-infarctus, des cliniques de ceci, des cliniques de cela. On voit de plus en plus dans la littérature que ce qui semble faire consensus, c'est que dans le fond, on devrait regrouper ces services-là. On sait qu'il y a de plus en plus de patients qui souffrent de plus d'une maladie chronique, donc on devrait regrouper ces services-là au sein de centres d'accompagnement et d'intervention. Autre bonne nouvelle, ici en Montérégie, on a un groupe actuellement qui se penche sur, ça serait quoi les grandes balises d'un centre d'accompagnement qui serait efficace, qui serait pertinent avec une espèce de tronc commun. Donc voilà quelques exemples de choses qui se font déjà en Montérégie. Si on avait des pistes d'amélioration à identifier, bien sûr, on voudrait consolider les centres d'accompagnement et d'intervention en s'assurant de privilégier un tronc commun. Mais une fois qu'on a toutes ces belles cliniques et ces beaux centres d'accompagnement, encore faut-il qu'ils soient connus. On sait, entre autres, que pour les centres d'enseignement pour l'asthme, ils ne sont pas tous très connus. Dr William disait tantôt, plus on est connu, plus on fait des bonnes choses, puis évidemment, plus il y a de demandes. C'est super, parce qu'on ne veut surtout pas avoir des professionnels qui ont quelque chose à offrir, puis pas de patients. Donc, il faut vraiment en faire la promotion de ces centres-là. Et il faut aussi favoriser un lien plus étroit avec les médecins de première ligne. Il faut bien sûr encourager l'offre de services de réadaptation, notamment auprès des patients souffrant de maladies pulmonaires. Et là, on parle beaucoup de faire en sorte que les professionnels de la santé soutiennent l'autogestion auprès des patients. Encore faut-il qu'on développe des outils, qu'on outille les professionnels pour qu'ils puissent soutenir mieux et toujours plus les patients dans le cadre de l'autogestion. Alors voilà, on a parlé donc des patients informés, actifs, motivés. Mais un patient informé, actif, motivé, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas accès à une équipe de soins aux besoins, il fait dur. Exactement. Alors là, on tombe avec nos équipes de soins. Alors, nos équipes de soins, oui, on le répète depuis le début, ces patients-là, maladies chroniques, ont des besoins multiples, complexes. Pour ça, on ne peut pas faire ça tout seul, c'est certain, ça prend des équipes, puis il faut travailler en interdisciplinarité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça serait quoi les... J'ai un peu de misère, ça va. Alors, comme modèle d'organisation qui favorise ça, il faut faire attention, le modèle GMF. Ailleurs, c'est un résultat qu'on a du projet Évolution. Le modèle GMF a été identifié le modèle le plus performant. C'est une étude de plusieurs années. Il faut investir dans le modèle GMF. Actuellement, à Montérégie, on a 37, Richard l'a mentionné, 37 GMF, 500 médecins participent au GMF. Demain matin, vous direz à ces médecins-là, on arrête ça, on aurait une révolution. C'est clair, ils apprécient ce modèle d'organisation et maintenant, on tend vers une deuxième phase qui est le modèle GMF+. Et c'est vers ça qu'on va. Dans un modèle GMF, on a des médecins, on a des infirmières cliniciennes. Maintenant, des infirmières praticiennes spécialisées première ligne, ça fait un petit bout de temps. En Ontario, quand on a fait la visite avec le ministre, il y en a au-dessus de 1000 là-bas. Nous, on commence, mais il faut y aller. C'est une profession qui est très intéressante. Et d'ailleurs, on va vous présenter une petite vidéo là-dessus d'un médecin qui travaille en GMF avec une infirmière praticienne spécialisée première ligne. Comme infirmière praticienne, je travaille en collaboration avec les médecins de la clinique. Donc, je fais de la prise en charge de patients, des patients avec des maladies chroniques, mais aussi des bébés. Je vais faire du sans rendez-vous. Je vais aussi faire un peu de clientèle jeunesse, dépistage d'ITSS, entre autres.
L'infirmière praticienne spécialisée, quand elle voit un patient, elle le voit tout le temps et en général, j'ai à peu près jamais besoin de voir ce patient-là, d'intervenir. Donc, c'est vraiment un rôle encore plus autonome que l'infirmière clinicienne. Les deux sont complémentaires. Donc, l'infirmière praticienne voit des patients diabétiques stables, puis a besoin de l'infirmière clinicienne qui va les voir entre les visites avec l'infirmière praticienne spécialisée pour faire de l'enseignement d'insuline, s'assurer que les habitudes de vie sont bien adoptées par le patient. Donc, la même chose, l'infirmière clinicienne travaille en collaboration avec la praticienne spécialisée comme elle travaille en collaboration avec un médecin. Donc, c'est une approche qui est un petit peu différente de l'approche médicale traditionnelle, beaucoup orientée sur le changement des habitudes de vie, l'adoption de saines habitudes de vie, la prévention, promotion de la santé. C'est les rôles de l'infirmière, les rôles traditionnels de l'infirmière qui sont beaucoup plus développés que peut-être le médecin qui va être beaucoup plus orienté sur le curatif, donc soigner des gens malades. Bon, premièrement, les patients sont très heureux d'avoir un professionnel de la santé qui vont les suivre, mais pour eux, que ce soit une infirmière plutôt qu'un médecin, en tout cas, on ne sent pas du tout que ça a une importance. En même temps, je pense que c'est rassurant pour les patients de savoir qu'il y a toujours un médecin partenaire en backup qui fait que si jamais Catherine est mal prise, est embêtée, elle va pouvoir se référer au médecin. Elle voit beaucoup de patients qui n'auraient pas été vus à notre clinique, qui seraient allés voir ailleurs ou qui auraient été à la salle d'urgence ou qui auraient attendu au lendemain pour voir un médecin. Donc, c'est sûr qu'il y a une augmentation de l'accessibilité, puis il y a une augmentation de l'accessibilité pour la prise en charge. Elle prend des patients orphelins. Il y avait une grande ouverture, un grand désir d'accueillir puis de faciliter l'implantation, l'arrivée de cette infirmière-là. Donc, au départ, il faut qu'il y ait une volonté là, des infirmières et des médecins qui sont déjà en place dans la clinique. La valeur ajoutée de l'infirmière, c'est d'abord d'augmenter, oui, l'accessibilité, puis jusqu'à un certain point, de favoriser la continuité aussi, parce qu'elle ne fait pas juste voir des clientèles en sans rendez-vous, elle prend en charge des clientèles qu'elle suit tout au long du parcours là, de ces patients-là. Mais l'autre valeur ajoutée, c'est vraiment de travailler avec un autre professionnel qui a une façon peut-être un petit peu différente de travailler des médecins, mais qui, je pense, à la longue, bonifie la façon de faire des médecins. Challenge jusqu'à un certain point des professionnels, des façons de faire aussi. Et puis, je pense que tout le monde est gagnant, et les patients et les professionnels. C'est le fun de travailler avec une infirmière praticienne. À date, les gens ont du fun, en tout cas. Hein? Alors oui, je pense que c'est clair que les infirmières praticiennes spécialisées, c'est une plus-value. Vous avez vu, on a parlé d'accessibilité, de continuité, le partage de la pratique avec les infirmières cliniciennes. Ce qui est intéressant, on n'arrive pas au niveau de l'Ontario, mais quand même, 94 postes en soins de première ligne d'ici 2017. Et ce qui est aussi intéressant, d'ici 2013. Donc, à très court terme, pour chacun des territoires, on pourra compter sur 2 infirmières praticiennes supplémentaires dans les territoires. Alors, je pense que c'est une plus-value pour tout le monde, pour la clientèle, pour les médecins. Et les pharmaciens communautaires, autre intervenant absolument majeur. Il y a à peu près quelques mois, j'ai participé à une activité du DRMG local dans la région de Haut-Yamaska. On a invité un pharmacien à venir présenter son travail et c'est quoi les liens qu'on peut faire ensemble avec les médecins de GMF. Les pharmaciens communautaires, de plus en plus, on parle de la triade médecins, infirmières, pharmaciens. Il faut aller chercher ces partenaires-là. Ils sont extrêmement importants dans notre continuité, justement, relationnelle. Et il y a tous les autres professionnels, je le dis, ça inclut tout. Et des fois, justement, on a des professionnels qui sont plus impliqués par rapport à un patient. Je pense que la clientèle un peu aussi avec les inhalothérapeutes. Alors, il faut toutes les inclure et il faut créer ce réseau-là entre nous. Maintenant, pour faire travailler tout ce monde-là ensemble, ça prend des moyens. On a des ordonnances collectives, on a des guides de pratique et aussi des belles initiatives comme la démarche Compas. Ordonnance collective, vous allez me dire, c'est un joug ou c'est 200? C'est un peu des deux. Je vous dirais, c'est un peu des deux. Parce qu'à mon avis, ça, vous avez fait une enquête, vous, la santé publique, 200 ordonnances collectives en Montérégie.
Si on s'était parlé un petit peu, on n'aurait peut-être pas travaillé ces mêmes ordonnances collectives. Message du commanditaire. Mais ce qui est intéressant, une fois ça dit, 9 des 10 ordonnances collectives, le total, touche les infirmières. L'autre, 1/3 des ordonnances collectives, touche les pharmaciens et les autres professionnels. Alors, on est dans la bonne lancée. Et la bonne nouvelle, c'est que 40 des ordonnances collectives touchent la prise en charge et le suivi des maladies chroniques. Alors, c'est à continuer. Guide de pratique, c'est clair, on en a parlé tantôt, ça permet la systématisation, le partage des outils, l'intégration au dossier patient. Peut-être qu'un jour, ça sera intégré dans un dossier patient électronique, un fantasme. Alors ça permet la continuité relationnelle, c'est important. Et la démarche compas, tantôt, Richard a souligné l'initiative, mais je veux souligner, c'est le Dr Michel Camiran. Ça prend un médecin leader d'une initiative comme ça, et c'est Michel qui a été du CSS La Pommeraye, de Sutton, qui est l'instigateur de cette démarche-là. La démarche compas, c'est quoi? C'est des médecins qui font une réflexion par rapport à des résultats qu'on leur présente, et ils décident de cibler une action. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est la première ligne, les médecins de première ligne qui décident, dans le fond, de prioriser une action par rapport aux résultats. Alors, il faut encourager ces initiatives-là et chacun des territoires en a fait d'ailleurs. Alors, maintenant, nos pistes. Soutenir la mise en place des GMF. Mon fils dirait, il y a certains territoires qui sont full GMF. Malheureusement, certains territoires n'en ont pas ou très peu. Je ne regarde pas personne, là. Juste pour dire un petit message aux gestionnaires et aux DG, une GMF de 12 000 inscriptions, ça représente un investissement d'1 demi-million d'argent neuf sur le territoire. Je pense que dans les circonstances actuelles, on ne peut pas s'en passer. Alors, j'ai un petit désir, c'est que tous nos médecins de la Montérégie, ou presque, soient en GMF, un jour. Autre piste d'amélioration, c'est d'encourager l'intégration des infirmières au sein des milieux de première ligne. Tantôt, j'ai bien aimé le témoignage du Dr Pou qui disait « Oui, mes infirmières de GMF travaillent, mais à un moment donné, il faut qu'ils passent la pôle à quelqu'un d'autre par rapport, il parlait de la nutrition. » C'est ça qu'il faut s'intégrer ensemble. Je pense qu'on a encore des gains là-dessus à faire. Autre piste, familiariser la collaboration avec les pharmaciens communautaires. On en a parlé. Et vous savez que les pharmaciens communautaires sont très accessibles. C'est d'ailleurs souvent les plus accessibles. Et on voit d'ailleurs de plus en plus, on l'a dit tantôt, des ordonnances, des protocoles avec les pharmaciens, juste à penser à l'anticoagulothérapie, ça se fait de plus en plus avec nos pharmaciens communautaires. Favoriser le travail en interdisciplinarité, on en a parlé depuis le début. Les modèles d'organisation en GMF vont vers ça. Mettre en place des ordonnances collectives qui ciblent les différents professionnels. Petit message, il y a encore, dans votre enquête, il y a encore des endroits des GMF qui ont très peu d'ordonnances collectives. Mais s'il vous plaît, réinventez pas la roue, ils sont là, ils sont disponibles. On va se les partager. Et développer et partager des guides de pratique, mettre en place des moyens en faciliter l'utilisation, c'est par la formation. Vous le savez, les guides de pratique, c'est la continuité relationnelle. On va avoir les mêmes objectifs, on va s'entendre sur les mêmes choses. Continuer l'exercice compas. Michel a parti ça. Je pense qu'actuellement, on est dans une deuxième étape. On a fait le diabète en premier. On est en train de faire les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Il faut continuer cette démarche-là. À toi. Merci. Alors, parlons un petit peu de prévention clinique. Et là, je vais vous ramener dans le temps sur le rapport de l'année passée. L'année passée, on disait que si tout le monde dans la population en Montérégie adoptait les 3 saines habitudes de vie, donc si on était très, très, très efficace dans la promotion des saines habitudes de vie, bien, on pourrait prévenir jusqu'à 80 des maladies cardiaques et du diabète de type 2, puis on pourrait prévenir jusqu'à 40 des cancers. C'est super. Encore faut-il que les gens adoptent des saines habitudes de vie. Ce qu'on voyait aussi quand on a fait un grand sondage auprès de la population de la Montérégie, on voyait que 7 adultes sur 10 nous disaient « Nous autres, là, on aimerait ça améliorer notre état de santé. » Puis 90 des gens qui voulaient améliorer leur état de santé disaient « Mais nous autres, là, on veut améliorer nos habitudes de vie. » Comment se fait-il que moins de 30 de la population montérégienne cumule les 3 bonnes habitudes de vie? Alors, on se disait, bien, c'est bien beau avoir l'intention, mais encore faut-il aider les gens à passer à l'action. Et c'est là qu'on a développé tout le rapport de l'année passée qui misait sur une stratégie qui a fait ses preuves, c'est-à-dire la création d'environnements favorables pour faciliter les choix santé. Mais si on revient aux intentions, c'est sûr qu'il y en a qui prennent des bonnes intentions sur la modification de leur habitude de vie au premier de l'an. S'ils ne sont pas supportés là-dedans, souvent, ça ne dure pas plus longtemps qu'au 5 ou 6 janvier. Hein? Quand on commence à travailler, les bonnes habitudes, ils en prennent pour leur rhume. Donc, il faut d'abord, des fois, susciter l'intention chez le client
Parfois, il faut soutenir cette intention-là. Et on sait que les professionnels de la santé sont des gens qui ont énormément d'impact. Quand un médecin dit à un patient MPOC, tu devrais arrêter de fumer, sinon tu vas mourir, ça a souvent un petit impact. Ou quand une nutritionniste dit à une personne qui est prédiabétique, écoute, si tu faisais attention à ton diabète, possiblement que, pas à ton diabète, mais à ton alimentation et un peu d'activité physique, mais possiblement que tu n'aurais pas besoin d'être sous médication. Bien, ce sont vraiment, quand les professionnels de la santé parlent aux patients, bien, les patients, souvent, vont être sensibilisés. Donc, le rôle des PCP, entre autres, PCP, c'est un peu ça. On a certaines grandes catégories de PCP qu'on appelle le counseling. Alors, c'est soit le counseling nutritionnel, le counseling sur l'exercice physique et le counseling sur le tabac. Alors, ce sont des pratiques cliniques préventives qui sont reconnues efficaces. Il y en a d'autres pratiques cliniques préventives aussi qui peuvent être intégrées dans la pratique de tous les jours. Il y a l'immunisation. L'immunisation, entre autres, contre l'influenza. Hein, actuellement, c'est la campagne contre l'influenza. On tente d'immuniser les gens. Saviez-vous qu'il n'y a même pas un patient souffrant d'une maladie chronique sur 4 qui se présente dans une clinique pour se faire vacciner? Donc, en quelque part, il y a un rôle des professionnels de la santé tout au long de l'année d'allumer l'idée que la prochaine fois, que quand la campagne va soit revenez voir votre médecin ou encore aller voir les cliniques de vaccination. Donc, il y a beaucoup d'informations et de motivation pour pousser, qui est nécessaire pour pousser un patient vers ces différentes pratiques-là. Il y a bien sûr toutes les pratiques de dépistage. On sait que quand on dépiste précocement certains types de maladies, bien, nos chances de succès, soit pour traiter la maladie ou soit pour en minimiser les conséquences, sont beaucoup plus grandes. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait de plus en plus de praticiens de la santé qui inscrivent des pratiques cliniques préventives dans leur pratique au quotidien. On parle bien sûr des médecins, mais on parle aussi des infirmières, des nutritionnistes, des pharmaciens. On sait que tout ce beau monde-là, toutefois, est hyper archi-occupé et beaucoup sollicité pour des services curatifs. Hein? C'est ça qui se passe quand on est en pratique au niveau local. Donc, on voudrait que ces gens-là intègrent davantage de pratiques cliniques préventives dans leur travail au quotidien. Et une des façons de faire pour supporter les praticiens à intégrer ces pratiques cliniques préventives-là, c'est la facilitation par le biais d'infirmières conseils en prévention clinique. Ces infirmières-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont visiter les milieux de pratique, elles tentent d'identifier les facteurs facilitants pour intégrer la prévention clinique et elles tentent d'agir pour minimiser les barrières à la prévention clinique ou à l'intégration de la prévention clinique. En Montérégie, 7 C3S sur 10 ont nommé une infirmière conseil en prévention clinique. Actuellement, c'est plus 36 GMF, mais 37. Donc, on a 24 GMF sur 37 qui ont bénéficié des services d'une infirmière conseil en prévention clinique. On voit donc que le potentiel est très élevé, mais on a dit 7 C3S ont nommé une infirmière pour un total de 2 équivalents complets pour toute la Montérégie. Pas 2 équivalents par C3S, 2 équivalents temps complet infirmières pour toute la Montérégie. Donc, évidemment, le nombre d'heures est plutôt minimal. Et si c'est bon pour les milieux qu'on a priorisés, la prévention clinique, si c'est bon pour les GMF, les CLSC, les UMF, mais c'est bon pour toute la pratique clinique. Donc, il faudrait vraiment avoir un peu plus de temps d'infirmières conseil pour aller davantage dans les milieux cliniques. Donc, si on revient aux pistes d'intervention, bien, il faudrait rendre accessibles ces infirmières conseils-là. Il faudrait évidemment les soutenir en développant pas plus d'ordonnances collectives, hein, en se partageant les ordonnances collectives pour supporter le travail des infirmières, parce que Jacques a beaucoup parlé des ordonnances collectives en curatif, mais les mêmes ordonnances collectives ou des ordonnances un peu différentes sont utiles en prévention. Les outils d'aide à la prestation des services préventifs, bien, ça vient outiller les gens pour intégrer les pratiques cliniques préventives. Même chose pour les ententes de services, les protocoles de soins. Ça supporte les liens entre les différents professionnels de la santé. Et bien sûr, si on ne forme pas les individus, bien, et si on ne priorise pas la prévention dans les activités de formation continue, bien évidemment, on perd un petit peu de terrain. Donc, voilà une autre piste d'amélioration. Maintenant, peut-être en guise de conclusion, là, dans le dernier axe, Jacques aime beaucoup pas la prévention, les mécanismes de gestion. Ah, bien, il aime la prévention, mais il aime surtout les mécanismes de gestion. Oui, c'est ça. Hein? C'est une barotte que les gens me connaissent. Moi, j'appelle ça la gouvernance. Là, on a des choses à faire parce que c'est bien beau de mettre tout ce monde-là ensemble, d'avoir des bons principes, des pistes d'amélioration. Mais les mécanismes de gouvernance, pour moi, c'est majeur. Alors, il faut se donner des pistes d'amélioration. Il y en a qui existent, mais il faut les améliorer, à mon avis. Une des premières pistes, c'est d'encourager les activités des tables locales du NRJ. Savez-vous que c'est une spécificité au Québec? Hein? On a présenté dans un congrès Presser le pas à travers le Canada.
Et la gestion locale avec la table DRMG, on a été cité à travers le Canada. C'est la force vive de nos médecins de première ligne. J'ai participé à des rencontres des tables locales et je trouve ça super intéressant quand le DG de l'établissement, le DSP est présent, quand la chef de santé physique est là. Là, on écoute ce que les gens de la première ligne ont à dire par rapport aux conditions de soins et des fois, c'est pas mal intéressant. Alors, il faut encourager les activités de la table locale. C'est une structure qu'on s'est donnée et on doit profiter de cette structure-là. L'autre, c'est aussi encourager la représentation du DRMG à la table des chefs du département. J'ai été DSP longtemps, assez longtemps, pour savoir que souvent les priorités de la deuxième et de la troisième ligne sont en haut, et qu'il y a aussi des priorités en première ligne. Alors, si les gens de la première ligne ont droit au chapitre, c'est probablement en discussion avec la table des chefs qu'il faut le faire. Et aussi, identifier un répondant maladie chronique qui travaille en collaboration avec le DRMG local. Et ça, ce qui est le fun actuellement, avec les DRMG, avec le docteur Camiran, on a des projets où on est en train d'identifier un répondant médical maladie chronique du DRMG et un répondant maladie chronique du CSS. Vous savez, moi, j'aime ça, les petits couples de gestion. C'est ça qu'on veut, un petit couple de gestion pour s'occuper ensemble des maladies chroniques. Alors, ces gens-là, quand ils vont avoir des priorités, ils vont agir ensemble. Alors, ça, pour moi, c'est une avancée qui est importante. Et aussi, mettre en place un comité local de coordination des maladies chroniques. Il n'y a rien de plus frustrant de penser qu'il y a un guichet pour les patients avec une maladie pulmonaire, un guichet pour les patients diabétiques, puis un autre pour les insuffisance cardiaque. S'il vous plaît, on va se mettre tout ça ensemble, on va mieux travailler. Et la finale? Alors, en guise de conclusion, on peut dire que les maladies chroniques, c'est le mal du siècle. Clairement, je pense qu'on a réussi à vous démontrer qu'il faut alléger ce fardeau-là, autant pour les individus que pour la société de façon générale. Il y a vraiment une urgence d'agir. Maintenant, on sait, on connaît, si on se résume les grandes propositions qu'on fait, entre autres dans le rapport, on dit qu'il faudrait davantage outiller les patients pour faire en sorte que les gens soient plus connaissants et mieux à même de prendre charge de leur santé. On doit repenser nos modèles d'organisation pour être encore plus performants. Et bien sûr, il faut travailler en interdisciplinarité pour mettre à contribution les compétences et les expertises de tout le monde. Alors, actuellement, je vous laisserai sur le message suivant. En Montérégie, on a vu par les projets qui ont été présentés, on va en présenter tout le long de la journée. On a des richesses inestimables, on a vraiment des projets très inspirants, des choses qui se font de façon magnifique un peu partout en Montérégie. Les gens sont passionnés. Alors maintenant, il n'en tient qu'à nous, tous ensemble, de faire en sorte qu'on peut se tracer une première ligne qui soit efficace au bénéfice, évidemment, de la santé, notamment des malades chroniques. Alors, merci beaucoup.